Bienvenue pour notre analyse du jour. On va se pencher sur un sujet qui dépasse largement le cadre du sport. Oui, on parle de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, celle d'hier, le 14 janvier, Sénégal-Égypte. Exactement. Et ce n'était pas un match comme les autres. C'était un vrai classico africain. Le troisième acte d'une trilogie assez électrique, après la finale de la CAN 2021 et les barrages du Mondial 2022. Toutes remportées par le Sénégal, il faut le préciser. Voilà. Et pour en discuter, on a épluché pas mal de choses. Des analyses tactiques, la presse sénégalaise, la presse égyptienne et surtout les transcriptions des conférences de presse d'après-match. Et c'est là que ça a vraiment dérapé. Absolument. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas seulement de décortiquer ce qui s'est passé sur le terrain, c'est de comprendre pourquoi une victoire 1-0, un score somme toute assez banal, a pu déclencher une telle guerre des mots. On va donc parler de la bataille tactique. Oui, mais aussi du choc des personnalités entre les coachs et surtout des réactions passionnées qui ont suivi. On va essayer de voir si c'est le plan de jeu ou le poids de l'histoire qui a vraiment gagné ce match hier soir. Alors, commençons par le terrain. Le score final, 1-0 pour le Sénégal. But de Sadio Mané. On pourrait se dire, bon, score serré, match équilibré. Oui, on pourrait. Mais c'est là que les chiffres sont intéressants. Ils racontent une toute autre histoire. Ah oui. Complètement. En fait, ces chiffres, c'est le premier indice de cet affrontement de philosophie dont on va parler. D'un côté, on a un système collectif, un projet de jeu. De l'autre, une équipe qui s'appuie beaucoup sur son histoire, sur son statut. Et ça donne quoi en chiffres? Le Sénégal, c'est quasiment 60% de possession de balles. Mais le plus parlant, ce sont les tirs. 12 tentatives sénégalaises, 4 cadrées. Ok. Et en face? En face, l'Égypte, c'est 3 petites tentatives sur tout le match. Et attention, un seul et unique tir cadré qui arrive à la 94e minute. 94e. C'est famélique. C'est presque une anomalie à ce niveau, oui. Comment on explique un tel décalage tactiquement? C'était quoi le plan de chaque côté? Alors là, c'était une opposition de style, mais vraiment radicale. Côté Sénégal, Pape Thiaw a mis en place son 4-3-3 habituel, très flexible. L'idée, c'est de contrôler le ballon, de maîtriser le jeu. C'est proactif. Et en face, Oussama Hassan, lui, il a fait un choix délibéré, totalement assumé, un bloc défensif extrêmement bas, très compact. L'idée, c'était simple, on ferme tout, on frustre le Sénégal et on espère un éclair, un contre supersonique de Salah ou Marmouche. C'était une stratégie réactive, quoi. Presque attentiste même. Une forteresse qui attend l'exploit d'un héros. Dans cette bataille de patience, il y a eu 2 moments vraiment clés. Le premier, évidemment, c'est le but à la 78e minute. Oui, ce boulet de canon de Sadio Mané. C'est intéressant parce que ça ne vient pas d'une action limpide. C'est une frappe de Lamine Camara qui est contrée, le ballon revient sur Mané, et là, sans réfléchir, il envoie une frappe surpuissante. On pourrait dire que c'est un peu chanceux. On pourrait. Mais pour moi, c'est surtout le résultat d'une pression constante. À force d'assiéger la surface égyptienne, ils ont provoqué cette situation. Ils ont forcé la chance, tu vois. D'accord. Et l'autre moment clé, il arrive beaucoup plus tôt. C'est la sortie sur blessure du capitaine Kalidou Koulibaly, dès la 22e minute. Ça, pour n'importe quelle équipe, c'est un séisme. C'est un test ultime. Perdre ton leader défensif comme ça. Et comment ils ont réagi? Eh bien, la réponse du Sénégal, c'est la meilleure preuve de la solidité de leur projet. Le jeune Mamadou Sarr, 20 ans à peine, il entre au pied levé. Et il ne se contente pas de faire le job. Il livre une performance que les observateurs ont qualifiée de XXL. Impressionnant. C'est la maturité, la sérénité du gamin qui est bluffante. Mais ce qui est fascinant, c'est pas juste qu'un joueur en a remplacé un autre. C'est que le système défensif n'a pas bougé d'un iota. Le système est resté intact. Et ça, c'est la force d'un projet de jeu qui dépasse les individualités. Donc sur le terrain, une maîtrise sénégalaise quasi totale. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, victoire logique. Mais visiblement, pour le sélectionneur égyptien, Oussama Hassan, le match a continué bien après le coup de sifflet final. C'est le moins qu'on puisse dire. Les 2 conférences de presse étaient le jour et la nuit. 2 réalités parallèles. Commençons par le vainqueur, Pape Thiaw. Lui, c'était la sérénité absolue. Il félicite ses joueurs pour avoir respecté le jeu et adhéré au projet. Il rend même un hommage très classe à l'Égypte en disant que c'est la meilleure équipe d'Afrique en termes de palmarès. C'est très fair play, ouais. C'est du calme, mais c'est aussi de la communication de maître. C'est très calculé et il sait qu'il a gagné la bataille tactique. Comment ça, calculé? En rendant hommage au palmarès égyptien, il ne fait pas que respecter l'adversaire. Il souligne subtilement que l'histoire, ça ne suffit plus pour gagner aujourd'hui. C'est une façon très élégante de dire « Vous avez les 7 titres, mais nous, on a le plan de jeu. »
Et il finit en se projetant déjà sur la finale. Voilà, maintenant qu'on est en finale, il faut aller la gagner, le regard est déjà tourné vers l'avenir. Et de l'autre côté du miroir, donc, Hossam Hassan, là, il a sorti l'artillerie lourde, c'est ça. Ah oui, complètement, conférence de presse tendue, accusatrice. Son premier axe d'attaque, c'est la logistique. Il dénonce un manque flagrant d'équité. C'est ça. Et sur le papier, ces arguments peuvent s'entendre. Le Sénégal, 24 heures de repos en plus, et surtout, ils ont joué à Tanger, leur camp de base. L'Égypte a dû se taper près de 790 km de voyage depuis Agadir. En bus en plus. Oui, en bus. Il dit qu'ils sont arrivés épuisés. Objectivement, ce n'est pas un détail. Non, c'est un facteur à prendre en compte, c'est certain. Bien sûr, mais là où le discours bascule, c'est quand ces arguments deviennent la seule et unique explication de la défaite. Ça occulte totalement ce qui ne s'est pas passé sur le terrain pendant 95 minutes. La plainte légitime commence alors à ressembler à un prétexte. Ensuite, il minimise la victoire sénégalaise en parlant de chance pour le but de Mané. L'argument classique quand on refuse d'admettre la supériorité de l'autre. Oui, le but vient d'un tir contré, c'est un fait, mais c'est la conséquence d'une domination. Et puis, il y a le troisième étage de la fusée, le plus spectaculaire, la théorie du complot, la fameuse jalousie du continent. Contre l'Égypte et ses 7 titres. Exactement. Il lâche cette phrase qui pour moi est la clé de tout son discours. Personne n'égalera nos 7 titres. À ce moment-là, il ne défend plus son équipe, il défend le statut historique de l'Égypte. Il transforme une défaite sportive en une attaque contre le patrimoine national. C'est fascinant comme mécanisme de défense. L'histoire devient un bouclier contre la réalité. Et pour couronner le tout, il s'en prend nommément à l'arbitre, le Gabonais Pierre-Ghislain Acho, et en appelle à la FIFA. C'est là que l'histoire devient particulièrement savoureuse, quand on connaît un peu le passif de cet arbitre. Savoureuse, c'est le mot. On est dans une pièce de Molière. Cet arbitre, Pierre Acho, c'est le même qui était au centre d'une énorme polémique à la CAN 2023. Ah ouais. Il arbitrait le 8e de finale, Sénégal-Côte d'Ivoire. Et ses décisions avaient été jugées tellement, mais tellement anti-sénégalaises que la CAF l'avait suspendu pour le reste du tournoi. Non, c'est pas possible. Si. Le joueur Crépin Diatta l'avait même traité de corrompu en direct devant les caméras. Attends, c'est incroyable. Donc le même arbitre sanctionné pour des décisions contre le Sénégal se retrouve accusé 2 ans plus tard de faire partie d'un complot pour le Sénégal? C'est toute la question. Soit Hassan ignorait ce passif, ce qui est assez sidérant en termes de préparation, soit il le savait et il a tenté un bluff monumental. Dans les deux cas, ça fragilise son argumentaire de manière colossale. J'imagine qu'une sortie pareille n'est pas passée inaperçue, surtout en Égypte. Comment la presse locale a réagi? Pas du tout comme il l'espérait. La presse égyptienne a été, dans sa grande majorité, extrêmement critique envers lui. Ah bon? Oui, des mots comme arrogant, non professionnel, nuisible à l'image du pays sont revenus en boucle. Le journaliste Mouattaz Al-Chami a même réclamé son licenciement immédiat. C'est très violent comme réaction interne. Oui, parce que les analystes égyptiens, eux, ont fait le lien que Hassan refusait de faire, entre ses excuses et la réalité du terrain. Ils ont refusé que la polémique masque la faillite tactique. Et ils ont tous pointé ce chiffre terrible, cet unique tir cadré à la 94 minutes. Leur message était clair donc. Très clair. La fatigue et le voyage en bus n'expliquent pas qu'une équipe comme l'Égypte sont incapables de construire une seule occasion de but. Et sur les réseaux sociaux, j'imagine que le verdict a été encore plus direct. Sans appel. Le terme qui est revenu partout, c'est « mauvais perdant ». Et ce qui est frappant, c'est que ça ne venait pas que des Sénégalais. Ça venait de supporters de tout le continent. Il y avait un consensus. Le Sénégal a gagné à la régulière et ce discours ternit l'image d'une grande nation de foot. Bon, laissons la polémique retomber. Pour le Sénégal, cette victoire les envoie en finale. Et pas n'importe lesquels, contre le Maroc, pays hôte, à Rabat. Un choc de titans. Un choc énorme et un nouveau test pour le système de Pape Thiaw. C'est leur 4e finale de CAN, c'est remarquable. Mais ils vont l'aborder avec un handicap majeur. La suspension de Koulibaly. Exactement. Suspendu pour cumul de cartons. Jouer une finale chez l'adversaire, sans ton capitaine, ton rock. C'est là qu'on va voir si le collectif peut vraiment transcender la perte d'une individualité aussi forte. Et pour l'Égypte, il y a ce match pour la 3e place contre le Nigeria, mais il semble presque anecdotique après un tel psychodrame. La vraie question, c'est pour la suite, non? C'est la question fondamentale. Ce match et surtout cette conférence de presse, ça agit comme un miroir tendu au football égyptien. Le dilemme est posé. Est-ce qu'on continue à se draper dans la gloire passée, dans ces 7 étoiles qui sont à la fois une force et peut-être aujourd'hui un fardeau? Ou alors,
Ou alors on accepte que le football africain a changé, qu'il est plus tactique, plus athlétique et qu'il faut construire un système de jeu moderne pour rivaliser. La victoire du Sénégal est perçue comme ça, la victoire d'un projet sur un palmarès. Au final, ce Sénégal-Égypte, c'était donc bien plus qu'un 1-0. C'était cette confrontation presque théâtrale entre une équipe sénégalaise sûre de sa force, de son projet, et une équipe égyptienne qui a semblé se battre plus avec son histoire qu'avec son jeu. Exactement. La sérénité de Thiaw face à la colère de Hassan, c'était le symbole parfait. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse ce simple match. La sortie d'Hassan, même si elle est perçue comme une excuse, pointe une réalité des grandes compétitions. La logistique, les jours de repos, tout ça a un impact réel. Bien sûr. La vraie question c'est, où est la limite? Où s'arrête l'analyse objective des conditions de jeu, qui est légitime? Et où commence la construction d'un discours qui sert juste à masquer ses propres lacunes? Dans un sport où la marge est si mince, la bataille la plus difficile n'est peut-être pas toujours celle sur le terrain, mais celle qui se joue dans sa tête et ensuite devant les micros.